Il est chroniqueur pour le site Passion MLB. Avec nous pour parler de baseball, Pascal Harvey. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs, comment ça va? On parlait de gros sous, en voilà un, là. Parle de gros contrat. Salut Pascal, merci d'être avec nous Phil, aujourd'hui. salut Mathieu. Ben, ça fait plaisir. C'est comme un retour à la maison quand je jase avec vous. J'adore ça. C'est une belle tradition qu'on poursuit à chaque année. Ouais. On va la garder, je pense. Hein? Oui, écoute Pascal, ta mission aujourd'hui pour moi, là, en tant que Philippe Lavoie, c'est de me redonner le goût au baseball. Ben, c'est pas une mission qui est impossible, en passant. Je pense que je peux facilement y arriver. Puis avec des passionnés comme vous deux, ben, Ouais. ça va être facile d'en parler. Mais je comprends, Phil, un peu là, ton dégoût Oui. de ce qui se passe actuellement en matière de gros sous. Puis, ben écoute, on pourrait en parler en parlant des Dodgers de Los Angeles qui tirent l'argent par les fenêtres à qui mieux mieux. On pourrait en parler de ce qui vient de se passer à Toronto hier en fin de journée avec finalement le contrat signé, le faramineux contrat signé par Vladimir Guerrero Jr. Mais c'est une histoire de gros sous, le baseball. Le sport professionnel en général, c'est une histoire de gros sous. Le pire dans tout ça, c'est que les propriétaires ont le moyen d'offrir ces contrats-là, même si à Los Angeles, on s'amuse à différer les sommes pour plus tard. Mais ce qui veut dire que le 500 millions signé actuellement par Vladimir Guerrero Jr. à Toronto, où il n'y aura pas d'argent différé, bien, en valeur d'aujourd'hui, le contrat, il est plus important que le contrat signé par Shohei Ohtani de 700 millions à Los Angeles, qui va valoir au bout peut-être 400 quelques millions, 495 millions. Mais les Blue Jays n'avaient pas le choix, soit dit en passant, de donner ce contrat-là, d'offrir ce contrat-là à Vlad Guerrero Jr. parce que dans l'entre-saison, ils ont offert encore plus à Juan Soto, qui était joueur autonome. L'année précédente, ils avaient offert un pont d'or à Shohei Ohtani également. Le fait que Soto ait choisi et préféré les Mets, lui, s'est servi de l'offre des Blue Jays, comme ça se passe souvent, pour signer un contrat à New York. Il a juste changé de coin de la ville. Il est passé d'un secteur à l'autre. Mais n'empêche que Vladimir Guerrero, son agent, sachant ce qui avait été offert à Juan Soto, ben, demandait sensiblement la même chose. Et si tu veux garder ton joueur de concession en ville, si tu veux garder l'intérêt des amateurs, ben, tu n'as pas le choix de payer ou de surpayer. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Vlad avec un contrat de 500 millions pour les 14 prochaines saisons. Moi, j'ai des gros doutes sur Atkin et Shapiro qui dirigent les Jays. Est-ce que tu partages mon inquiétude? Parce que je trouve j'ai de la misère à les suivre. Ben, c'est leur logique. C'est la seule équipe au Canada. Ils ont la faveur du public canadien au grand complet. Ils ont un pays derrière eux, puis eux, ils se servent de cette carte-là. Rogers a excessivement d'argent, donc sont en moyen de s'offrir tout ce qu'ils veulent s'offrir. Par contre, ils sont en compétition avec des très gros marchés que sont New York, que sont Chicago, que sont Los Angeles. On l'a vu là, avec Ohtani, on l'a vu avec Soto, on l'a vu avec d'autres joueurs. Ben, Toronto veut jouer dans la même catégorie que ces grandes villes-là, ont le moyen de le faire, mais ils vont toujours être un petit peu les parents pauvres quand on compare aux autres marchés, que si un joueur débarque à Toronto pour une raison ou pour une autre, c'est parce que peut-être que ça n'aura pas fonctionné ailleurs. On l'a vu, Ohtani qui choisit Los Angeles, Soto qui choisit New York, après avoir passé une saison avec les Yankees. Mais pour répondre à ton questionnement, Mathieu, les dirigeants actuellement des Blue Jays jouent un peu le tout pour le tout. Puis eux considèrent qu'avec l'offre et l'acceptation du contrat de Vlad Guerrero Jr., ben, ils ont un peu sauvé leur emploi parce qu'ils avaient fait patate là, dans le cas de Ohtani et de Soto. Donc, et même, j'en nommerais d'autres, là, Corbin Burns, qui est un lanceur de premier plan, qui ont tenté d'attirer à Toronto et bien d'autres, ben, ils n'avaient pas le choix que de signer Vladimir Guerrero Jr., qu'ils auraient perdu pour rien, soit dit en passant, parce qu'il serait devenu joueur autonome à la fin de la prochaine saison, tout comme Beau Bichette d'ailleurs. Mais est-ce que tu crois qu'avec cette signature-là, ben, d'un, on peut attirer d'autres gros joueurs en disant, bien, Toronto, finalement, a le moyen de ses ambitions. Puis en même temps, est-ce que Toronto peut être performant cette année? Parce qu'on n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, tu sais, oui, on l'a signé, on l'avait l'année passée. Beau Bichette, pas blessé, j'imagine que ça peut aider aussi. Mais tu sais, crois-tu aux chances de Toronto? Bien, chance de faire les séries, peut-être.
au mieux, mais considérant la force de la division où tu as les Yankees, tu as les Orioles, tu as les Red Sox. Les Red Sox de Boston, si Toronto a paru inactif sur le marché, les Red Sox de Boston, au contraire, ont été hyper actifs. Et c'est une équipe qui n'a pas dépensé beaucoup depuis les dernières années, mais qui a remis la main dans sa poche pour aller chercher, entre autres, sont allés chercher un des meilleurs danseurs disponibles, Garrett Crochet, qui était avec les White Sox de Chicago. Donc, division forte, division très forte même, ont des chances quand même de participer aux séries. Est-ce que la fenêtre est encore ouverte pour les Blue Jays de gagner une série mondiale? J'en doute parce que talent pour talent, c'est sûr qu'ils ont un petit déficit si on compare à d'autres équipes. Mais d'avoir un Vladimir Guerrero en santé et heureux, d'avoir un Bo Bichette qui a tout approuvé cette année comparativement à une année presque perdue l'année passée, d'avoir un lanceur vétéran en Max Scherzer, d'être allé chercher un joueur de deuxième but que pas beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle Andrés Jiménez, qui est joué avec les Guardians de Cleveland, qui va stabiliser le milieu de l'avant-champ. Et on a beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui vont avoir une année de plus d'expérience. Je pense à Davis Schneider, Ernie Clement, Alan Roden, Nathan Lux et Tyler Heineman qui vont pouvoir aider l'équipe. Donc, c'est plus de profondeur, plus de chances pour le gérant John Schneider de bien gérer son banc et des joueurs comme Anthony Santander qui va venir donner encore un peu plus de puissance et un peu plus d'agressivité à l'alignement des Blue Jays. J'allais te poser la question. Donc, Pascal, qui a acheté le trophée cette année? Bien, assurément que les Dodgers ont encore une bonne chance. Ils ont repris l'option cette année. Ils ont l'option. Hein, ils ont repris l'option. Je veux dire, l'option, ils vont l'avoir pour plusieurs années. C'est une équipe étoile, c'est une équipe de rêve qui est bien gérée, il faut le dire. Puis, il y a des joueurs qui prennent la défense actuellement des Dodgers en disant pourquoi vous vous plaignez? Je veux dire, ils ne contreviennent pas aux règles. C'est permis de le faire, de différer de l'argent. C'est permis d'attirer des... Tu sais, quand tu es sous le soleil de la Californie, là, tu peux te permettre d'attirer bien du monde. Les Dodgers ont une équipe gagnante. Ils ont une équipe qui a gagné la Série mondiale, une équipe qui a battu les Yankees de New York. Fait que oui, c'est sûr que les Dodgers partent avec une longueur d'avance. Par contre, remporter 2 séries mondiales consécutives, c'est un défi. Ça ne s'est pas vu quand même depuis très longtemps. Ils ont toute la pression du monde sur les épaules. Ils ont un bon début de saison, mais il y a d'autres équipes qui peuvent faire leur marque dans leur propre division. On pense aux Padres de San Diego, on pense aux Giants de San Francisco qui ont un très bon début de saison, même les Diamondbacks de l'Arizona qui peuvent bien faire. Mais il y a beaucoup d'autres équipes qui peuvent aspirer au championnat et détrôner les Dodgers. Mais il faut dire qu'avec l'alignement actuel, même Freddie Freeman est blessé. On se demande si Shohei Ohtani va relancer cette année. Il pourrait relancer au mieux en série éliminatoire. Mais si tu as le luxe de garder Shohei Ohtani pour lancer en série, c'est parce que tu vois grand. C'est un ajout que tu vas avoir en série, un bonus littéralement. Là. Ben, c'est un bonus. À toute fin pratique, c'est ton athlète le plus talentueux que tu vas pouvoir mettre sur la butte. Et c'est sûr qu'ils vont vouloir le protéger. Là. Le lendemain d'un départ ou la veille d'un départ, ben, ils ne voudront pas l'utiliser comme frappeur désigné nécessairement pour éviter les blessures, éviter la fatigue. Mais quand tu as toutes ces options-là dans ton équipe, tu sais, Dave Roberts, là, moi, je ne le considère pas comme étant un des meilleurs entraîneurs au baseball majeur, mais donnez-moi cette équipe-là pour un match, puis je suis convaincu que je vais avoir une victoire en carrière comme gérant. Ah, ben oui, puis tu vas être bien assis, tu vas regarder ça aller, puis allez-y, boys. Est-ce que tu t'attends à ce que les Dodgers aillent chercher? Dans les graines de tournesol. Comment, Mathieu? Est-ce que tu t'attends à ce que les Dodgers aillent chercher le championnat ou tu penses qu'ils risquent d'avoir une équipe Cendrillon qui va surprendre? Ben, moi, je vois quand même plusieurs options. Dans mes prédictions, moi, je vois les Phillies de Philadelphie. Puis ça fait plusieurs années que je les vois là, dans ma soupe ou dans mes cartes de début de saison. Les Phillies ont une équipe et eux, ils ont une fenêtre d'opportunité qui va se refermer. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, ils ont beaucoup, beaucoup de vétérans au sein de leur équipe. Puis c'est sûr que si on ne gagne pas maintenant, bien, ces gens-là vont vieillir, ces gens-là vont perdre un petit peu de leur lustre. Puis c'est là que la fenêtre d'opportunité va se fermer. Mais il y a aussi les Red Sox qui ont bien investi. Il y a les Yankees qui sont là année après année. Il y a les Mets qui sont allés chercher Juan Soto. Mais est-ce que tu construis ton équipe autour d'un seul joueur? J'ai des gros doutes là-dessus.
les Tigers, les Royals ont bien fait l'année passée dans la section centrale de l'américaine. Ils ont surpris même en faisant les séries. C'est de jeunes équipes. Je ne les vois pas remporter la Série mondiale cette année, évidemment. Il y a les Rangers du Texas qui ont gagné il y a quelques années, qui ont eu à travailler certains aspects de leur alignement. Il y a Jacob deGrom qui est revenu en forme comme lanceur, puis c'est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Donc, les Rangers pourraient surprendre. Moi, la Série mondiale, personnellement, je vois les Phillies contre les Rangers. Je ne vois même pas les Dodgers. Hey, ça serait du bonbon. Vraiment. Écoute, cette année, il y a 2 grosses nouveautés, Pascal. Les Yankees qui autorisent maintenant la barbe, et il y a aussi les nouveaux bâtons qui sont les bâtons torpilles. Qui concernent les Yankees, pour les deux cas. Ben oui, évidemment. Les deux sont pas de l'argent, mais écoute. c'est ça. La barbe à New York, moi, je pense qu'il était temps. Tu sais, l'ère Lou Lamoriello au hockey, selon moi, c'est révolu. Là. Ben oui, je suis 100% d'accord avec eux. Là. Se sont toujours démarqués, je peux comprendre, Mathieu, se sont toujours démarqués pour différentes raisons. Ben, c'est une concession vedette. Là. Je veux dire, les Yankees, c'est les Canadiens. Oui. Du baseball, ils n'ont pas leur nom affiché dans le dos comme les Red Sox de Boston. Tu vois, il y a quand même un symbole là. Eux, ils avaient poussé ça plus loin en disant, ben, écoute, tu dois respecter le code de l'équipe, tu dois respecter que tu ne peux pas porter la barbe de façon extravagante, tu dois tenir quand même ta pilosité faciale pour respecter les codes de l'équipe, tu ne dois pas porter de chaîne et ainsi de suite. Moi, je respectais ça, mais je veux dire, on est en 2025, les athlètes professionnels aujourd'hui sont rendus ailleurs, c'est des images de marque, c'est des gens qui sont brandés d'abord et avant tout par leurs commanditaires. Puis si tu te prives de ça, ben, tu te prives de bons joueurs à New York. Fait que ça, c'est un élément. Puis pour ce qui a trait au bâton torpille, le bâton torpille, en passant, c'est pas nouveau. Hein? Puis le baseball majeur a dû se prononcer cette année parce que les Yankees ont frappé des coups de circuit à n'en plus finir lors des premiers matchs, entre autres du premier week-end, contre les Brewers de Milwaukee. Puis la plupart des gens, à part Aaron Judge, là, qui n'a pas besoin de bâton torpille, je pense qu'avec un cure-dent, il réussira à frapper des circuits. Impressionnant. Faudrait juste qu'il se penche pas mal. Oui, en plus. Mais n'empêche qu'il y a des lanceurs qui se sont plaints. Le baseball majeur a dû revoir un peu, relire son livre des règlements en disant qu'il n'y a rien qui n'empêche ces bâtons-là. Puis entre autres, il y a la compagnie B45 à Québec qui construit des bâtons torpilles qui sont utilisés actuellement. Mais il y a d'autres joueurs dans le baseball majeur qui utilisent des bâtons torpilles. Donc, le baseball majeur a dit c'est un bâton légal, vous pouvez continuer à l'utiliser. Mais là, pour le moment, là, tous les projecteurs sont braqués sur ce bâton-là. Les Yankees vont se mettre à frapper un petit peu moins de circuits et on n'entendra plus parler probablement du bâton. Fait que ça a été un des sujets de discussion en début de saison, mais c'est le fun de voir ça parce qu'on est capable de parler de choses qui diffèrent comparativement à la saison morte où on ne parlait que de joueurs autonomes. Parce que ça reste un sport assez traditionnel, le baseball. Il n'y a pas beaucoup d'innovation là, année après année. Bien, on a voulu innover au cours des dernières années en essayant de rendre le match plus rapide, en essayant de rendre le baseball plus rapide avec l'avènement du chrono pour les lanceurs. Mais c'est pas une mauvaise chose, ça, Pascal? C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Puis cette année, au camp d'entraînement, on a regardé la possibilité d'avoir des arbitres robots. Okay. Qui sont utilisés dans le baseball mineur depuis quelques années en mode projet pilote. Encore là, ça ne ralentit pas le match parce que tu peux te servir de l'arbitre robot à 2 reprises dans un match. C'est uniquement le frappeur qui peut demander la reprise. Donc, en tapant 2 fois sur son casque, il demande la reprise et ça prend quelques secondes pour avoir le résultat. C'est le même principe qu'au tennis. Quand il y a une balle qui est frappée près de la ligne, il y a une reprise vidéo où on voit la ligne où la balle a tombé. C'est pas plus long que ça. Au baseball, c'est la même affaire. On voit la zone de prise qui est déterminée. On voit où la balle a touché la cible, puis la décision est rendue. Donc, on ne peut pas abuser de cette technicalité-là. Est-ce que le baseball majeur vont l'intégrer pour de bon dès l'an prochain ou au cours des prochaines années? Ça reste à voir parce que ça reste un sport très conservateur en passant, mais le baseball majeur fait des efforts pour moderniser son sport et gagner plus d'adeptes. Les arbitres font partie du jeu, puis ça va rester comme ça, je pense, pendant longtemps. Bien, c'est un sport arbitré, comme au hockey. On a beau avoir des reprises, puis au soccer, c'est la même affaire. Mais au hockey, vous avez vu que les reprises, c'est interminable, ça dure très longtemps.
Tandis qu'au baseball, ça n'aura pas cet aspect-là. Mais comme tu le dis, Mathieu, c'est un sport arbitré, puis on va toujours avoir le meilleur et le pire de la décision humaine. Puis là, le pire arbitre, il a pris sa retraite l'an passé, donc on ne l'a plus sur notre écran radar. Donc, les arbitres qui sont là sont supposés d'être les meilleurs sur la planète actuellement. Pascal, ben écoute, nous, on a eu le meilleur pour parler baseball et j'espère que tu vas revenir encore une fois parce que c'est toujours agréable. Puis oui, tu m'as donné le goût de recommencer à écouter du baseball, alors félicitations, Pascal. Ben, c'est un beau sport, Phil, puis c'est le passe-temps des Américains, puis je pense que ça doit devenir notre passe-temps aussi, là. C'est un sport de stratégie, c'est un sport qui peut paraître lent, mais en même temps qui demande beaucoup de concentration, puis qui gagne à être connu. Oui, au Québec, on était habitué aux expos, malheureusement, on les a perdus, on a des doutes sur leur retour. On l'espère toujours, mais on peut se rabattre sur les capitales, on peut se rabattre sur les Aigles à Trois-Rivières, on peut se rabattre sur une éventuelle concession de la Ligue Canam ou la Ligue Frontier, pardon, à Montréal. Donc, moi, je le souhaite de tout cœur, ça, Pascal. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive pour avoir une rivalité. Exact, oui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Baie-Saint-Paul, les terrains de balle sont occupés, sont remplis. Il y a beaucoup de jeunes de tous âges qui jouent. Donc ça, au moins, la ferveur de baseball, les retours, ça c'est un gros positif. Ben, il y a eu le soccer à un moment donné qui a pris le dessus sur tous les autres sports en été. Mais là, je pense que les terrains de balle sont remis en valeur. Puis il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent aux activités. Puis c'est bon d'avoir de la diversité. Puis c'est bon, oui, d'avoir du soccer, d'avoir des jeunes qui pratiquent le soccer. Mais autant que d'avoir des jeunes qui pratiquent la balle parce que c'est un très beau sport. Pascal, un gros merci encore de ta présence et surtout de ton temps. C'est très apprécié. Ça me fait toujours plaisir. Puis vous m'inviterez à la mi-saison pour faire le bilan. Avec plaisir. Merci, Pascal.